Ibrahim Hassan Mayaki, bonjour. Bonjour. En 50 ans, le déficit alimentaire de l'Afrique est passé de 10 à 25%, c'est-à-dire que le continent africain est obligé d'importer 25% des produits alimentaires qu'il consomme. Comment répondre à ce défi ? Alors, je crois qu'il est important de contextualiser. Il est vrai que dans les années 60, nous n'étions pas véritablement importateurs de produits alimentaires. Mais au début des années 60, l'Afrique avait 300 millions d'habitants. Aujourd'hui, on en compte 1,5 milliard à peu près. Et on est obligé de reconnaître que malgré les progrès qui ont été faits pour accélérer la productivité et la production agricole, on s'est heurté à une croissance démographique qui est quasi unique dans l'histoire de la démographie. Une croissance très rapide de la population. Absolument, très rapide de la population. Et nous ne sommes pas encore dans ce que les démographes appellent la transition démographique. Ceci dit, nous aurions pu faire mieux, produire plus, faciliter l'accès aux plus vulnérables et augmenter les pouvoirs d'achat. Et la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que nous sommes importateurs nets de produits alimentaires. La FAO chiffre cela à peu près 100 milliards de dollars par an. Ces 100 milliards de dollars proviennent de la poche de consommateurs africains et s'ils pouvaient être réalloués ou alloués dans la transformation des systèmes agricoles, on importerait beaucoup moins de produits alimentaires. Et le deuxième point, c'est que l'éléphant dans la salle, comme disent les anglo-saxons, c'est évidemment le climat. Et nous subissons les effets du changement climatique, d'où la nécessité d'avoir des politiques d'adaptation. Et ces politiques d'adaptation doivent permettre de produire mieux et de produire plus. Alors pour produire plus de biens alimentaires, il faut évidemment investir dans l'agriculture. Il y a un peu plus de 20 ans, en 2003, à Maputo, les quelques 55 pays de l'Union africaine se sont engagés à investir 10% de leur budget national dans l'agriculture et le développement rural. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Alors, en 2003, à Maputo, ces 10% servaient en même temps de symbole et en même temps de marqueur des processus de planification. Il ne suffisait pas de déclarer qu'il fallait investir 10%, il fallait mettre aussi en place des mécanismes de planification. Et vous savez que l'agriculture, elle est multisectorielle. Elle dépend de routes rurales, elle dépend de la formation des paysans, elle dépend de la qualité des intrants, elle dépend des semences, etc. Donc, il fallait redynamiser les systèmes de planification agricole et faire en sorte que, dans une approche globalement gouvernementale, on puisse prioriser l'agriculture et allouer les 10%. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont atteint ces 10%. Si on fait le point aujourd'hui à partir des revues que nous faisons depuis 5-6 ans, on peut estimer à une dizaine de pays le nombre de ceux qui ont atteint ces 10%. La courbe est positive, mais le nombre est quand même faible. Oui, 10 sur 55. 10 sur 55. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, s'est développé un débat sur le contenu de ces 10%. Ce qui est au cœur de la question, c'est que nos investissements publics dans le secteur agricole doivent être beaucoup plus importants qu'ils ne le sont, et évidemment 10%. Deuxièmement, ces investissements publics ne sont pas suffisants. Il faut attirer des investissements privés. Et une chose que la plupart des gens ne savent pas, c'est que les premiers à financer l'agriculture africaine aujourd'hui, ce sont les petits agriculteurs. Eux-mêmes. Et il faut investir dans quoi, docteur Mayaki ? Dans les cultures vivrières, dans les engrais, dans quoi ? Alors, l'approche système alimentaire, à travers le terme système, met l'accent sur une dimension multisectorielle. C'est-à-dire que pour transformer l'agriculture, on a évidemment besoin d'input, d'intrants. Des engrais, donc. Voilà, des engrais. On a besoin de semences, on a besoin de routes rurales, on a besoin de formation, on a besoin de capacités digitales, on a besoin d'énergie, on a besoin de tout un tas de facteurs qui relèvent de secteurs différents. Et c'est la coordination des investissements dans tous ces secteurs qui fait système. Et c'est là que se pose la question en termes de planification. Donc, on adopte une approche qu'on appelle World Government en anglo-saxon, c'est-à-dire que c'est tous les départements ministériels qui doivent participer à la transformation de l'agriculture et pas seulement le ministère de l'Agriculture. Et d'ailleurs, il y a une aberration dans le fait que vous avez d'un côté des ministères de l'Agriculture et de l'autre des ministères de l'Environnement et qui, en fait, se chevauchent
chevauche sur les questions d'adaptation climatique qui sont un sujet réel pour le développement de l'agriculture. Alors, il faut investir sur 4 choses fondamentales. La première, c'est l'appui aux producteurs. Et cet appui aux producteurs, au-delà de l'appui en termes de formation, de l'appui en termes d'engrais, en termes de semences, doit être aussi un appui financier. Comme cela s'est fait en Europe, comme cela s'est fait aux États-Unis. Vous voyez que lorsque le Farm Bill est discuté aux États-Unis, tous les lobbies agricoles américains se réunissent au Congrès pour faire pression. Lorsque la politique agricole commune est définie au niveau de l'Union européenne, il y a ces mêmes pressions-là. Donc, il faut que les producteurs aient un poids suffisant pour avoir une influence sur la définition des politiques. Donc, appui financier, évidemment. Le deuxième type d'investissement qui doit être fait, c'est les investissements dans les infrastructures. Les routes. Les routes. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que l'Éthiopie a réduit son problème de famine. Parce qu'il y avait des régions excédentaires et des régions déficitaires. Et quand Meles Zenawi connecte les deux régions à travers les infrastructures, ça permet à l'Éthiopie de réduire ses problèmes de famine. Le troisième point, c'est qu'il faut investir dans la science. Parce que face au changement climatique, il faut de l'innovation technologique, des méthodes de culture différentes. Et le quatrième point, c'est que nous devons réfléchir au mode d'appui par le biais de services agricoles appropriés, ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps. En 2050, la population de l'Afrique atteindra 2,5 milliards d'habitants. Alors, c'est le défi majeur de toutes les politiques publiques du continent. C'est le défi majeur qui existe déjà. Ça représente 1 milliard de personnes supplémentaires. Absolument. Alors, l'équation est très claire. Si nous avons des difficultés à nourrir 1,5 milliard et que nous importons 100 milliards de dollars de produits alimentaires, quid de alimenter 2,5 milliards? Et pour ça, il faut que nous procédions à travers plusieurs chemins. Le premier chemin, c'est que nous devons accélérer ce que nous faisons. Si nous n'accélérons pas face à une croissance démographique qui, elle, s'accélère, nous allons créer un gap, un écart qui va avoir un impact considérable sur nos systèmes de gouvernance. Et on sait que la faim amène les conflits. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous sommes en voie d'urbanisation également accélérée. Mais l'urbanisation de l'Afrique a cette caractéristique qui est différente de toutes les autres urbanisations, c'est qu'on n'arrive plus à faire la différence entre ce qui est urbain et rural, compte tenu du fait qu'il y a un grand nombre de villes intermédiaires entre le village et la très grande ville. Et donc c'est un espace différent. Même la définition administrative d'une ville n'est plus pertinente. Donc, réfléchir à comment produire dans cet espace qui est nouveau est un défi également. Et le troisième défi, c'est que dans ce nombre d'habitants, 2,5 milliards, une grande proportion sera composée de jeunes. Et ces jeunes auront besoin d'emploi. Et malgré l'urbanisation, un certain nombre de ces jeunes seront en milieu rural. Alors la question, c'est comment nous pourrons diversifier notre économie rurale pour absorber des jeunes dans la transformation des systèmes alimentaires, parce que le potentiel de création d'emplois est dans l'agriculture. Donc il faudra faire de l'agriculture une forme de business qui soit attractif pour les jeunes. Et le quatrième point, je reviens dessus, c'est les innovations technologiques, que ce soit en énergie, l'énergie solaire par exemple, parce qu'il faut de l'eau, il faut de l'énergie, il faut de l'eau. Il faut des mécanismes de commerce qui soient suffisamment adaptés à la réalité d'un marché qui aura évolué considérablement. Avec 2,5 milliards d'habitants, nous aurons grosso modo une population de classe moyenne africaine de l'ordre de 600 millions, avec des besoins alimentaires différents, très urbanisés, et cela, nous devons le prendre en compte. C'est quoi les cultures d'avenir, Ibrahim Hassan Mayaki? Est-ce que ce sont des cultures de rente, comme le cacao? Est-ce que ce sont des cultures vivrières, comme le mil, le sorgho? En fait, il faut un mix de cultures. Les cultures vivrières continueront à être importantes, devront être améliorées. Nous avons défini 10 cultures essentielles au niveau de l'Union africaine. Et ces cultures essentielles se répartissent par zone. Dans la zone Afrique australe, vous avez plus des cultures comme le maïs. Dans la zone Afrique de l'Ouest, vous avez plus des cultures comme le riz. Dans la zone Afrique de l'Est, vous avez plus des cultures qui ont trait à des soybeans, c'est-à-dire des produits de type oléagineux, etc. Donc, c'est en fonction des zones, il y a des cultures prioritaires. Maintenant, il y a des cultures qui n'ont pas fait l'objet d'exploitation à grande
grande échelle et qui ont trait à l'agroforesterie et qui peuvent faire l'objet d'exploitations beaucoup plus importantes. Mais fondamentalement, on restera dans l'accroissement des cultures vivrières. Les cultures de rente doivent faire l'objet de mécanismes de transformation à travers l'agro-industrie. Je vous donne un exemple. La Côte d'Ivoire produit grosso modo pour 6 milliards de dollars de noix de cajou. Ces noix de cajou sont importées par le Vietnam. Le Vietnam les transforme et les vend sur le marché mondial à 60 milliards. Alors, il n'y a pas de raison que ce soit la Côte d'Ivoire ou d'autres pays en Afrique de l'Ouest, il n'y ait pas des processus de transformation de ces cultures de rente pour profiter du marché mondial tel qu'il existe. Le 25 janvier, Donald Trump a décidé de suspendre l'USAID pour 3 mois. Or, l'aide humanitaire des États-Unis, c'est 60 milliards de dollars par an. Quel est l'impact pour l'Afrique et notamment pour sa sécurité alimentaire ? Alors, il y a plusieurs points intéressants sur cette question. La première, c'est que ce n'est pas surprenant, c'était déjà dans le programme de Donald Trump. La deuxième, c'est qu'on a constaté depuis 6-7 ans une réduction sensible de l'aide publique au développement, et notamment dans le secteur agricole. De la part des Américains ? Non, de la part de tout le monde, de la part de toute la communauté des bailleurs. En France, vous avez raison. En France. En Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne également. Donc, il y a une réduction quasi systématique des flux d'aide publique au développement et une réorientation vers les investissements privés, vers des comportements visant un retour sur investissement. Donc, on s'éloigne de plus en plus de ce qu'était l'aide publique au développement il y a une vingtaine ou une trentaine ou une quarantaine d'années. L'autre point, c'est que si vous remarquez, l'appui des États-Unis à travers l'USAID au programme alimentaire mondial n'a pas substantiellement diminué. Parce que ce qui était donné au programme alimentaire mondial, c'était des surplus de production américains. Et ces surplus de production américains sont rachetés à des producteurs américains pour ensuite être confiés au programme alimentaire mondial pour distribution. Il est vrai que le programme alimentaire mondial, le PAM, a révisé sa stratégie pour avoir une fonction plus développementale, si je peux me permettre ce terme, mais ils seront obligés de revenir à une fonction essentiellement humanitaire. Alors, qu'est-ce que ça envoie comme signaux ? Le premier signal, et j'en parle depuis quelques années, c'est qu'il est important pour les pays africains d'anticiper sur la disparition de l'aide publique au développement. Et deuxièmement, ça entraîne évidemment une mobilisation des ressources nationales. Si nous avons des stratégies de mobilisation de ressources nationales beaucoup plus efficaces, nous serons à même de faire face à ce manque de ressources. Lorsque j'étais Premier ministre, nous avions fait un calcul rapide sur nos recettes douanières et nous nous étions rendus compte que si nous augmentions de 3 points nos recettes douanières, ça pouvait être équivalent quasiment à l'aide publique au développement. Donc nous avons des efforts de gouvernance interne très importants à faire. Donc il faut prendre cela comme un choc, mais ce choc doit être résorbé par la définition de capacités internes et la mobilisation de nos ressources internes. Le dernier point, c'est que cela va avoir un effet perturbateur sur le système multilatéral tel qu'il existe. Le système multilatéral, fondamentalement, travaille sur la base de prêts concessionnels ou bien sur la base de dons. Ce système-là devra redéfinir son approche au développement. Donc, il y aura une double définition du développement, une double approche à la définition du développement. Une redéfinition du développement à l'intérieur des pays, notamment africains, et une redéfinition du développement à l'intérieur du système multilatéral. Qu'est-ce que vous appelez le système multilatéral ? Le système multilatéral, c'est le programme des Nations Unies pour le développement, c'est la FAO, c'est le FIDA. Pour ce qui concerne les systèmes alimentaires, c'est l'OMS, c'est la Banque mondiale, etc. Ce sont tous ces systèmes qui vont être impactés par l'éventuelle suppression de l'USAID. Absolument. Les conséquences de la suppression de l'USAID ne se limitent pas seulement à l'USAID. Elles envoient une onde de choc dans le système multilatéral pour repenser le développement et repenser l'aide au développement. Et c'est pour ça que de plus en plus d'ailleurs, vous voyez que le langage qui est utilisé au niveau du système multilatéral, au niveau d'un certain nombre d'agences, au niveau des banques de développement, c'est le langage, comme disent les anglo-saxons, value for money.
retour sur investissement. Chaque dollar ou chaque euro donné doit rapporter quelque chose. Et ça, il faut le voir comme allant de pair avec l'évolution aussi des opinions publiques européennes et américaines qui se demandent à quoi sert effectivement l'aide. Donc, ces deux dimensions se rejoignent. Et espérons que de cette réflexion sur ces deux dimensions-là surgisse un type de partenariat différent. Monsieur le Premier ministre, merci. Merci à vous.